Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons voir ensemble la dernière énigme d'Agatha Christie qui n'aurait jamais été résolue. Agatha Christie fait sûrement partie des auteurs les plus connus du monde. Elle aurait rédigé plus de 91 énigmes, mais pourtant il y en aurait une qui aurait été jamais résolue. C'est en 1926 que la célèbre romancière va disparaître sans laisser de traces et sans explication. La réalité va alors dépasser la fiction. Agatha Christie est connue pour être l'auteur de nombreux romans avec des intrigues les plus incroyables. Ses œuvres sont reconnues dans le monde entier et elle serait connue partout dans le monde. Encore à l'heure actuelle, ce sera environ plus de 300 000 exemplaires de ses romans qui se vendraient chaque année. Mais même si certains d'entre vous connaissent bien les œuvres d'Agatha Christie, il existe un événement que peu connaissent et qui a fait basculer le monde dans une histoire très mystérieuse qui aurait pu se trouver dans l'un de ses romans. En 1926, lorsqu'elle va sortir son nouveau roman, Agatha Christie va faire face à de nouveaux problèmes. Sa mère vient tout juste de décéder, et son mari est très souvent absent. Elle va alors se plonger dans une terrible dépression. Un soir, elle ira même jusqu'à appeler sa secrétaire, pour qu'elle vienne à son chevet car elle ne se sentait vraiment pas bien. Mais ce sera le soir du 3 décembre 1926, lorsque la secrétaire arrive sur les lieux, que le mystère va commencer. En arrivant devant la maison, elle va retrouver les portes de la grange grandes ouvertes. La voiture d'Agatha Christie n'est plus dans la grange, et Agatha Christie reste introuvable. Elle n'est ni dans la maison, ni aux alentours. Elle aurait tout simplement disparu. Le plus étrange n'est pas vraiment le fait qu'Agatha Christie ait pris la voiture de nuit, même si elle n'avait pas du tout l'habitude de conduire la nuit. C'est qu'elle aurait laissé son enfant de 7 ans seul, dans la maison, ce qui n'était pas du tout dans son habitude. Mais le mystère il va pas s'arrêter là, car dès le lendemain, sa voiture va être retrouvée aux abords d'une route. On va retrouver à l'intérieur de sa voiture son manteau, alors que nous sommes en plein mois de décembre, et qui fait relativement froid. Pourtant une nouvelle fois, aucun corps ne sera retrouvé, ni aucun message de la part d'Agatha Christie. C'est comme si elle s'était volatilisée. Rapidement, l'affaire va faire beaucoup de bruit dans les médias. De nombreux confrères d'Agatha Christie, spécialisés ou experts dans les romans intrigues, vont mener l'enquête en parallèle de la police, et vont essayer de la retrouver beaucoup plus rapidement, ou à essayer de comprendre ce qui a pu se passer. Beaucoup au départ qui vont se pencher sur son cas, vont penser qu'il s'agit simplement d'un coup marketing, ou d'un coup de publicité, afin de vendre beaucoup plus de livres. D'autres suggèrent qu'il pourrait s'agir d'un problème émotionnel, car elle viendrait de perdre un proche, et la plupart des gens auraient besoin de temps et se retrouver seuls. En revanche, pour certains, il peut s'agir d'une affaire beaucoup plus macabre, ou d'un enlèvement. Et c'est pour cela qu'il est important de la retrouver avant qu'il ne puisse lui arriver quoi que ce soit de grave. La surmédiatisation de cette affaire va faire d'elle le personnage principal de l'un de ses propres romans, et sa disparition sera digne de l'une de ses meilleures intrigues. Pendant plus de 11 jours, la police va s'acharner et la chercher sans relâche. Ils vont effectuer de nombreuses battues dans toute l'Angleterre, mais ils n'arriveront pas à la retrouver. Et pour la première fois, ils enverront même un avion à sa recherche, ce qui n'est pas du tout habituel à l'époque, dans les cas de disparition. Les recherches ne donneront rien jusqu'au 14 décembre 1926, lorsque la police va recevoir un coup de fil très mystérieux. Une personne aurait certifié avoir vu Agatha Christie dans un hôtel au nord de l'Angleterre, et serait persuadée qu'elle serait encore actuellement dans cet hôtel. Immédiatement, la police ainsi que son mari vont se rendre sur les lieux pour essayer d'authentifier cette personne et confirmer qu'il s'agit bel et bien d'Agatha Christie. Et en arrivant sur les lieux, ils seront certains qu'il s'agit bel et bien d'elle. Pourtant, elle prétend être amnésique et ne reconnaîtra pas son mari. Contrairement à ce qu'on pense, le mystère va devenir encore plus gros, car elle sera retrouvée à plus de 80 km de chez elle, alors que souvenez-vous, les gendarmes avaient retrouvé son véhicule quelques jours après sa disparition. Pourtant, tout au long de sa vie, elle prétendra ne pas savoir comment elle est arrivée ici, ni même ce qui lui est arrivé. Toutes les personnes qui vont l'interroger n'arriveront pas à en tirer grand chose. Agatha Christie ne donnera jamais d'explication sur ce qui a pu lui arriver, et beaucoup de personnes arriveront à la conclusion qu'Agatha Christie fait croire qu'elle est amnésique et qu'en réalité elle aurait quelque chose à cacher. Des hypothèses suggèrent qu'elle aurait pu avoir une liaison avec une certaine personne, mais que tout ne se serait pas passé comme prévu, et qu'actuellement elle ferait semblant de ne plus se souvenir de ce qui s'est passé pour éviter qu'on l'on puisse lui reprocher quoi que ce soit. Jusqu'à sa mort, elle ne pourra répondre sur ce mystère, et prétendra que le secret est enfoui dans sa mémoire, mais qu'elle n'arrive pas à s'en souvenir. Le plus étrange est sûrement qu'elle ne l'évoquera même pas dans sa biographie. Elle ne parle pas de sa disparition, et laisse donc un mystère irrésolu. Quoi qu'il arrive, même si la romancière aurait mis en scène tout ce qui lui est arrivé, elle laisse derrière elle l'intrigue la plus intéressante de sa carrière. Né en 1863, Ambrose J. Small commence très tôt son ascension dans le monde des affaires. C'est à 13 ans qu'il est embauché en tant que plongeur dans le luxueux Warden Hotel Toronto. Il va commencer, en plus d'être plongeur, à réaliser quelques petits boulots illégaux pour ses employeurs. Notamment, il va tenir les comptes entre les plus riches parieurs de la ville et les bookmakers. À la même époque, le jeune homme va alors trouver un second emploi et est employé en tant qu'ouvreur dans un théâtre. Mais rapidement, il va passer d'ouvreur à responsable de programmation et il n'hésite pas à programmer des pièces très délicates pour l'époque, notamment Bertha, la fille à la machine à coudre. Il faut savoir qu'à cette époque, Monsieur Small est considéré comme l'un des plus brillants hommes d'affaires dans le théâtre. Pour ses salles,
il a les plus grandes têtes d'affiche. Pour vous donner une idée, c'est comme si la petite salle en bas de chez vous organisait des concerts avec Booba, Niska, SCH, le PNL, tout ça toutes les semaines. En plus de ça, c'est comme si vous étiez l'un des premiers à le voir. Parce qu'il faut savoir que Monsieur Small, c'est l'un des meilleurs dénicheurs de talent du Canada. Il a le flair pour découvrir ce qu'aiment les Canadiens à cette époque. Et en seulement quelques années, il va passer de simple plongeur à véritable homme d'affaires en rachetant la quasi-totalité des petits théâtres au Canada. Mais l'un de ses plus grands rêves est d'acquérir le Grand Opéra de Toronto. Très rapidement, il devient riche et puissant. Mais malheureusement, ses ennemis vont aller de pair avec son succès. À l'âge de 39 ans, Small va décider de se marier avec Thérèse Coleman, riche héritière des distilleries Coleman, avec une petite idée en tête. Son idée est d'utiliser la richesse de sa femme afin de pouvoir acquérir enfin le Grand Opéra de Toronto. Il va y faire construire un bureau, mais aussi une pièce secrète pour recevoir des femmes sans que personne soit au courant. Des infidélités sur lesquelles sa femme va être totalement au courant, mais fermera les yeux durant de très nombreuses années. En 1919, il est au sommet de sa gloire, et possède plus de 90 théâtres et salles de concert. Mais c'est à cette époque que le cinéma va apparaître. Étant depuis de très nombreuses années dans les affaires, il voit le cinéma comme un signe avant-coureur du déclin du théâtre et des concerts. Il va alors prendre une décision radicale en décembre 1919, vendre l'intégralité de ses théâtres et salles de concert, pour la modique somme de 1,9 million de dollars. Il faut savoir qu'à notre époque, ça représenterait environ 15, 16, voire 17 millions de dollars. Dès le lendemain matin, il va recevoir un chèque d'1 million de dollars. Sa femme va alors s'empresser d'aller à la banque pour l'encaisser. Dans l'après-midi même, il va aller voir son secrétaire et lui annoncer qu'il a vendu tous ses biens, mais que les nouveaux propriétaires souhaitent le garder pour la nouvelle entreprise. John, son secrétaire, n'avait pas beaucoup d'estime pour lui. L'histoire raconte que Monsieur Small introduisait généralement des clauses douteuses dans ses contrats, afin de le favoriser au détriment de ses clients. Mais lorsque le client découvrait l'arnaque et s'en prenait à Monsieur Small, il appelait son secrétaire devant le client pour l'humilier et faire comprendre que c'était le secrétaire qui avait fait l'erreur et non Monsieur Small. On comprend donc que son secrétaire n'avait pas beaucoup de respect pour lui et qu'il a accepté le nouveau poste sans vraiment rechigner. Vers 17h30, Monsieur Small va prendre la décision de rentrer chez lui. Mais sur le passage, il va s'arrêter pour acheter le journal. Sauf que la tempête de neige qui s'abat sur Toronto depuis ce matin-là a retardé la livraison du journal, ce qui va mettre Monsieur Small extrêmement en colère. Il va alors crier et insulter le responsable du kiosque avant de s'en aller dans la direction de chez lui. On ne le sait pas encore, mais le directeur sera la dernière personne à voir Monsieur Small vivant. Sa femme et ses amis vont laisser un certain temps avant d'alerter la police pour la disparition de Monsieur Small. Il était connu pour organiser des fêtes durant plusieurs jours, mais aussi pour les fameuses disparitions pour ses conquêtes. Dès que la police a été prévenue, une immense enquête va alors commencer. La police va alors chercher Monsieur Small dans tous ses anciens théâtres et salles de concert, mais aussi dans toute la ville de Toronto. Sa femme va alors publier un avis de recherche avec une prime de 50 000 dollars pour toute personne qui arriverait à le retrouver, ce qui est réellement énorme pour l'époque. Mais après plusieurs mois de recherche et une enquête approfondie par la police, ils ne parviendront pas à mettre la main sur le corps de Monsieur Small. Pire encore, ils ne trouveront aucune explication à sa disparition. Mais alors, qu'est-ce qui a pu lui arriver? Il existe de très nombreuses théories, mais l'une d'entre elles voudrait que ce soit son secrétaire qui avait volé environ 100 000 dollars dans le coffre de la banque de Monsieur Small avant sa disparition le 2 décembre 1919. Mais après avoir été retracé par la police et rapatrié à Toronto, il est impossible de faire le lien entre la disparition de Monsieur Small et son secrétaire. La seule chose qu'on aura pu lui reprocher est le fait d'avoir volé 100 000 dollars dans le coffre de Monsieur Small. Une autre théorie se penche sur sa femme et le temps qu'elle a mis avant de dévoiler la disparition de son mari, car il s'est passé environ un mois avant qu'elle fasse appel à la police. Mais après de très nombreux interrogatoires et après lui avoir mis une pression énorme, elle dira que c'est seulement parce qu'elle avait honte de ses tromperies et qu'elle pensait qu'il était parti avec une autre femme. La dernière théorie voudrait que ce soit l'un de ses ennemis, mais aucun d'entre eux était suffisamment énervé pour le tuer. Mais malgré toutes les théories qui existent et toutes les enquêtes qui ont été menées, Monsieur Small ne sera déclaré mort qu'en 1924, et l'enquête sera ouverte jusqu'en 1960. En revanche, elle sera fermée sans avoir pu localiser le corps, ni même dire pourquoi Monsieur Small a disparu. Une affaire non classée et qui le restera pour toujours. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Il faut savoir qu'il existe une deuxième partie de cette vidéo un peu plus paranormale et axée fantôme. Si vous voulez que je la traite, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et à liker cette vidéo, comme ça au moins je saurai qu'il faut que je fasse la deuxième partie. C'était Kick One Fire, peace out.